Dans les années 80 à New York, l'émergence de la vente de crack provoque une vague de violence. Les trafiquants de drogue n'hésitent pas à voler et à tuer pour établir leur pouvoir. Les citoyens ordinaires deviennent souvent les victimes innocentes de ces criminels, même les enfants. Le FBI se joindra à la police de New York pour reprendre le contrôle des rues. Leur meilleure arme contre ces bandes de criminels, l'escouade C11. Dans les années 80, le crack prit d'assaut Harlem à New York, tout comme il l'avait fait dans de nombreux autres secteurs urbains en Amérique. Avec les années, cette drogue bon marché qui crée une forte dépendance allait rapidement avoir un effet dévastateur sur la population plus que toute autre drogue. Et avec le crack vinrent des gangs violents qui prirent le contrôle des rues. Plus personne n'était en sécurité. Le 5 décembre 1989, Donald Porter, un enfant de 12 ans, partit à pied pour l'école. Il ne s'y rendrait jamais. Ses parents furent inquiets en constatant qu'il ne rentrait pas de l'école comme d'habitude à la fin de la journée. Donald était introuvable. À 21h, la sœur de Donald répondit au téléphone. L'homme au bout du fil lui dit que Donald avait été kidnappé. Il serait tué si on ne versait une rançon de 500 000 $. La jeune femme lui répondit que sa famille n'avait pas une telle somme, mais cela ne semblait guère affecter le ravisseur. Il lui interdit d'appeler la police. Il lui dit ensuite de se rendre au restaurant situé à l'intersection de la 125e rue et de Broadway. Derrière la poubelle dans la toilette du restaurant, elle trouverait la preuve qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie de mauvais goût. Un ami de la famille se rendit au restaurant de sorte que les Porter puissent demeurer près du téléphone. Il ignorait qu'il s'agissait d'un piège. Conformément aux directives du ravisseur, il jeta un coup d'œil derrière la poubelle et il trouva une boîte à café. Elle contenait 2 bagues, une cassette audio et le doigt d'un enfant. Donald était blessé. Il pouvait mourir au bout de son sang. Malgré l'interdiction formelle du ravisseur, la famille appela la police de New York. Les parents de la victime dirent à la police tout ce qu'ils savaient. Les enquêteurs examinèrent les indices. La sœur de Donald déclara que les bagues appartenaient à l'enfant. C'est son frère aîné qui les lui avait données. Sur la cassette audio, on pouvait entendre Donald supplier ses parents de lui venir en aide. Ceux-ci parlèrent ensuite au détective d'un deuxième appel du ravisseur, au cours duquel il avait baissé le montant de la rançon à 350 000 $. C'était encore beaucoup trop pour cette famille aux revenus modestes. Ils déclarèrent qu'ils ignorèrent pourquoi on leur demandait une aussi grosse rançon. Mais les enquêteurs savaient quelque chose que les membres de cette famille prendraient bien garde de leur dire. Le frère aîné de la victime, Richard Porter, était un important trafiquant de crack dans le secteur. Les policiers croyaient que l'enlèvement était peut-être relié à son commerce.
La police de New York entra en contact avec la Reactive Squad du FBI pour obtenir son aide. L'expert en narcotiques et agent spécial David Higgins transmit aux policiers toutes les informations qu'il avait sur Richard Porter. Richard Porter avait alors environ 25 ans. C'était un trafiquant de crack connu dont le territoire était situé dans le centre de Harlem. C'était l'un des premiers à avoir vendu du crack à New York. Il s'était construit un empire important dans ce quartier. Richard Porter s'était ainsi fait plusieurs millions de dollars à vendre du crack dans les rues de New York. Les détectives savaient quel territoire il contrôlait. Ils le trouvèrent aisément. Il était avec son complice et associé Alpo Martinez. Mais ce n'était pas à cause des drogues que les policiers voulaient parler à Porter cette fois-ci. C'était au sujet de Donald. Porter accepta de se rendre au poste pour y être interrogé, même s'il déclara qu'il ignorait comment il pourrait être de quelque utilité dans cette affaire. La police savait que Porter était très proche de son petit frère Donald. Richard Porter déclara ne rien savoir à propos de cet enlèvement. Dans la rue, ce genre d'affaires se résout habituellement sans l'aide de la police. Même si Porter détenait vraisemblablement la clé pour retrouver Donald, il ne pouvait parler ouvertement aux autorités. En raison de ses activités criminelles, Richard Porter était légalement dans une position délicate. C'était difficile pour lui de coopérer avec les forces de l'ordre. Je crois qu'il souhaitait s'occuper de cette affaire tout seul, jusqu'à un certain point. Plus les jours passaient et plus les policiers du poste 32 savaient que les chances de survie de Donald s'amenuisaient. Les enquêteurs étaient toujours en contact avec la famille du garçon qui attendait désespérément que les ravisseurs se manifestent de nouveau. Une semaine après l'enlèvement, les parents de Donald reçurent une lettre dans laquelle ces ravisseurs laissaient croire qu'il était toujours en vie. Ils exigeaient la rançon demandée. Toutefois, ils ne rappelèrent pas à ce sujet. Sans aucun indice sur l'endroit où se trouvait l'enfant et devant le silence des résidents du quartier, les policiers étaient dans une impasse. Ils devaient forcer Richard Porter à coopérer avec eux ou espérer que celui-ci paierait la rançon qui libérerait Donald. Le 4 janvier 1990, soit un mois après l'enlèvement de Donald, on trouva dans un parc du Bronx le corps de son frère, le trafiquant de drogue Richard Porter. Il avait été atteint de projectiles à la tête et à la poitrine. Personne maintenant n'était en mesure de payer la rançon. L'opinion générale au sein de la police était que la mort de Richard était reliée à l'enlèvement. C'était sans doute parce qu'il n'avait pas payé la rançon demandée. On a toutefois remarqué très vite que son porte-monnaie contenait $2000, qu'il portait toujours ses bijoux et que sa voiture était garée à proximité. On pouvait donc se demander quelles étaient les motivations qui avaient provoqué ce meurtre. Avec la mort de Richard Porter, les enquêteurs avaient perdu celui qui pouvait leur permettre de retrouver les ravisseurs du garçon de 12 ans. Pour trouver des indices, ils exercèrent de la pression sur les revendeurs de drogue de second ordre du gang de Porter. Ceux qui faisaient face à des accusations reliées à la drogue se virent offrir la clémence de la police en échange de renseignements. Certains déclarèrent que le complice de Porter, Alpo Martinez, était peut-être impliqué. D'autres affirmèrent que les responsables de l'enlèvement pouvaient bien être les membres d'un gang violent de Harlem qui s'appelait les Preacher Crew. Mais aucun des informateurs ne put fournir de pistes solides. 3 semaines plus tard, on trouva le corps d'un enfant dans le parc du Bronx où l'on avait retrouvé Richard Porter. La famille de Donald Porter confirma son identité. La mort avait été causée par un coup violent à la tête porté avec un objet contondant.
La mort d'un enfant, c'est toujours un événement très perturbant. Ce garçon de 12 ans qui s'en allait à l'école avait été kidnappé et torturé. On avait même pu l'entendre crier et demander de l'aide à sa famille sur un enregistrement. Le meurtre de Darnell ébranla tout Harlem, même si dans ce quartier on était habitué à la violence qui éclatait quotidiennement. Face à cette recrudescence de la violence, on forma l'escouade spéciale C11 au bureau du FBI de New York. L'escouade était composée à la fois de détectives du poste numéro 32 et d'agents du FBI. On a créé le C11 pour combattre les groupes criminels de la ville de New York. Les détectives du poste numéro 32 apportaient à l'escouade leur connaissance du crime organisé et du milieu, alors que les agents du FBI arrivaient, eux, avec leur habileté avec les procédures de la Cour fédérale, c'est-à-dire notamment tous les renseignements utiles pour les condamnations et l'accès au bureau du procureur des États-Unis. Après le meurtre de Donald Porter, les policiers savaient qu'ils devaient absolument reprendre le contrôle des rues. L'escouade C11 commencerait par s'attaquer à Alpo Martinez, le complice de Richard Porter. Les agents ratissèrent le quartier pour parler aux gens qu'ils connaissaient. La plupart d'entre eux craignaient de parler. Les agents finirent toutefois par apprendre que Martinez devait passer prendre la voiture de sa femme chez un concessionnaire du nord du New Jersey. Les agents secrets mirent le concessionnaire sous surveillance. Ils ignoraient si Martinez viendrait comme prévu, mais ils savaient que celui-ci affectionnait les voitures de sport. Cet après-midi-là, une voiture sport arriva sur les lieux. Les agents virent quelqu'un en descendre. Il ne s'agissait pas de Martinez. Il était impossible de voir qui conduisait. Les agents devaient courir le risque de s'approcher davantage de la voiture. S'ils arrêtaient Martinez, ils pourraient peut-être résoudre les enquêtes des meurtres de Richard Porter et de son frère de 12 ans, Donald. Un agent reconnut Martinez au volant. Il alerta ses collègues. Mais avant que l'équipe d'arrestation n'ait eu le temps de réagir, Martinez partit à toute vitesse. Les agents le poursuivirent, mais le fugitif disparut au milieu de la circulation. Alpo Martinez était toujours recherché et pendant ce temps, l'enquête sur le meurtre du petit Donald Porter n'était toujours pas résolue. L'enlèvement et le meurtre de Donald Porter, un enfant de 12 ans, démontraient à quel point la violence dans Harlem avait atteint des proportions affolantes. Les membres de l'escouade C11 du FBI croyaient que ce meurtre était relié au frère aîné de l'enfant, le vendeur de crack Richard Porter. Mais celui-ci avait été tué lui aussi. Les membres du C11 croyaient qu'ils obtiendraient des réponses à leurs questions en retrouvant le complice de Porter, Alpo Martinez. En 1991, celui-ci était parvenu à échapper aux agents qui le surveillaient secrètement. Les agents étaient toutefois parvenus à noter son numéro de plaque d'immatriculation et ils avaient avisé la police de New York. Le lendemain, des agents repérèrent la voiture garée dans une rue de Harlem. Ils la remorquèrent en espérant ainsi faire réagir Martinez. Même si le fugitif n'allait pas lui-même chercher sa voiture à la fourrière, l'agent du FBI David Higgins espérait qu'il enverrait quelqu'un à sa place. Une jeune femme s'est présentée en déclarant être la vraie propriétaire du véhicule. Les enregistrements étaient à son nom. On a rapidement établi par une enquête sommaire qu'elle avait fait office de prête-nom. Elle était devenue propriétaire de l'auto pour rendre service à Martinez. Martinez était introuvable à New York. Les agents apprirent alors qu'il était vraisemblablement retourné à Washington. Ils firent alors surveiller la maison de l'ex-femme du fugitif. Dans la nuit du 7 novembre 1991, ils aperçurent Martinez monté à bord de la voiture de son ex-femme. Cette fois, il n'était pas au volant. La voiture démarrait lorsque le FBI passa à l'action.
L'ex-femme du fugitif rangea la voiture. On trouva de la cocaïne sur le suspect, ce qui rendait plus solide la preuve contre l'un des plus importants trafiquants de drogue de la côte est américaine. Martinez a fini par plaider coupable à un acte d'accusation de la Virginie selon lequel il avait revendu plus de 1000 kilos de cocaïne. La valeur de cette drogue était estimée à 20 millions de dollars au prix du gros. Les enquêteurs disposaient également de preuves de la culpabilité de Martinez dans des meurtres de plusieurs membres de gangs se disputant des territoires. Ils avisèrent le suspect qu'il savait qu'il avait été le complice de Richard Porter et qu'il aurait eu tout à gagner de la mort de Donnell et de son frère aîné. Pour s'éviter la peine de mort, Alpo Martinez accepta de collaborer avec la police. Il reconnut avoir tué son complice Richard Porter. Il soupçonnait ce dernier de lui avoir volé des centaines de milliers de dollars. Il déclara qu'un an plus tôt, le 4 janvier 1990, un de ses associés et lui avaient emmené Richard Porter faire une balade. Sans avertissement, Martinez et son complice lui avaient alors tiré dessus. Ils avaient ensuite abandonné son corps dans un parc du Bronx où on l'avait trouvé le lendemain. Martinez jura qu'il n'y avait aucun autre motif pour ce meurtre que l'argent de la drogue qui s'était envolé. Selon lui, cela n'était aucunement relié à l'enlèvement et au meurtre de Donald Porter. Aucun témoignage ni indice ne laissait présumer que Martinez avait été impliqué dans ce crime. Il fut condamné à la prison à vie. Même si les agents avaient neutralisé un important trafiquant de drogue, l'escouade du C-11 n'avait pas progressé dans l'enquête pour le meurtre de Donald Porter. Les membres examinèrent à nouveau tous les renseignements obtenus par le FBI sur les gangsters de Harlem afin de voir à qui aurait profité l'enlèvement et le meurtre de Richard Porter. Un des gangs se démarquait du lot. On les appelait les Preacher Crew. Le chef de ce gang était Clarence Hitley, surnommé Preacher, le pasteur. L'agent spécial Joe Walsh du FBI, qui faisait alors partie de l'escouade C-11, savait que Preacher et son équipe s'étaient bien implantés dans le quartier et qu'ils étaient très dangereux. Le Preacher Crew était le gang établi dans Harlem depuis très longtemps. Preacher contrôlait ces rues depuis le début des années 70. Tout le monde le connaissait par son surnom, la main noire de la mort. Et tout le monde le craignait. Le sergent James Maher de la police de New York, qui faisait lui aussi partie de l'escouade C-11, apprit que Preacher avait la réputation d'être violent. Le gangster se faisait rarement voir à Harlem. On n'avait qu'à entrer dans le territoire du poste numéro 32, et peu importait si l'on parlait à un homme d'affaires ou à un revendeur de drogue, tous avaient une histoire à raconter sur Preacher. Ils savaient tous qui c'était. La plupart d'entre eux pouvaient nous le décrire, mais ils s'y refusaient parce qu'à Harlem, il avait la réputation d'être très dangereux. Les principaux acteurs du monde de la drogue avaient divisé le quartier en zones. Chaque pâté de maison, chaque ruelle était le territoire d'un vendeur. Et la plupart d'entre eux respectaient ses limites. Mais ce n'était pas le cas de Preacher. Pour lui, Harlem tout entier lui appartenait. Il gagnait son argent non pas à vendre de la drogue, mais à forcer les revendeurs à lui remettre de l'argent. C'est par l'extorsion qu'il faisait son argent auprès des revendeurs de drogue. Tout le monde ici établit son propre droit par la violence. Preacher pouvait s'amener auprès d'un type et lui réclamer son auto. Si un autre type semblait faire beaucoup d'argent, s'il conduisait une Mercedes-Benz flambant neuve et que Preacher avait envie d'avoir cette auto, eh bien, il la prenait. Et ceux qui s'opposaient à Preacher en payaient le prix. C'est ainsi qu'il était devenu riche.
Quand on touche un 2000 par-ci, un 3000 par-là, ça finit par faire beaucoup d'argent. Et croyez-moi, ces revendeurs payaient, parce que sinon, Preacher leur rendait visite et on retrouvait bientôt ces revendeurs morts. Les longues années d'extorsion et de violence de Preacher en faisaient un suspect vraisemblable pour l'enlèvement et le meurtre de Donald Porter. Le C11 avait établi la structure de base du gang de Preacher Crew. Le lieutenant principal était un certain John Coff. C'était un criminel particulièrement dangereux, selon le détective Vinnie Flynn du C11. John Coff avait déjà fait partie de la police de New York. Il fournissait un service de protection et de garde du corps à Preacher. Quand il roulait dans les rues de New York et qu'on les arrêtait, John Coff montrait son insigne, de sorte qu'on les laissait filer et qu'on ne lui donnait pas de citation à comparaître, par exemple. John Coff avait la réputation de quelqu'un qu'il fallait craindre, de quelqu'un de très violent. Aucun indice toutefois ne démontrait que ces deux hommes avaient joué un rôle dans le meurtre de Donald Porter. Même si le C11 soupçonnait Preacher d'être mêlé à l'enlèvement et au meurtre, il n'avait probablement pas commis ces crimes de ses propres mains. Il prenait ses distances des crimes auxquels il était mêlé. Il ordonnait toujours à son lieutenant ou à ses autres hommes de les commettre à sa place. Sous les ordres de Preacher, leur brutale pratique d'extorsion leur apportait beaucoup d'argent et effrayait les témoins qui n'osaient pas parler, ce qui rendait le gang presque imperméable à toute enquête. On pouvait entrer, par exemple, dans une épicerie portoricaine et dire au propriétaire « On sait qu'il est venu ici et qu'il vous a cassé le bras ». Et il nous répondait « Je ne sais pas de quoi vous parlez », même si celui-ci versait régulièrement une somme à Preacher. C'était la loi du silence. Et le silence des résidents du quartier encourageait les gangs à commettre de plus en plus de crimes. La veille du jour de l'an 1992, des ambulanciers répondirent à un appel sur le territoire de Preacher. Un homme gisait mort dans sa voiture, victime de coups de feu tirés d'une auto en marche. Sa famille, qui était avec lui dans l'auto, avait survécu à cette horreur. Elle raconta à la police comment les meurtriers s'étaient rangés près d'eux dans la rue avant d'ouvrir le feu. La famille de la victime déclara ignorer qui avait commis ce meurtre et pourquoi. Et tout comme pour l'enlèvement de Donald, personne dans le quartier ne voulait admettre avoir vu quoi que ce soit. C'était une autre mort tragique dans Harlem qui ne serait sans doute jamais résolue. L'escouade C11 devrait absolument rompre cette loi du silence et amener des témoins à parler. Une fusillade tragique avait été ajoutée à la liste des meurtres non résolus de Harlem. Comme on ne trouvait pas de témoins prêts à parler à la police, le dossier resta ouvert pendant 2 ans. Puis, en 1994, quelqu'un informa enfin les membres de l'escouade C11 que l'homme qui avait fait feu était un certain Merlick, l'un des membres de Preacher Crew. Le détective Vinnie Flynn apprit alors que ce Merlick avait la réputation d'être violent. On l'avait nommé directeur de la sécurité de l'organisation de Preacher. Il était responsable d'un groupe de concierges, pour ainsi dire. Ceux-ci étaient chargés de faire le nettoyage après les crimes commis par le gang. On ne pouvait être concierge que si on avait soi-même déjà tué quelqu'un. Pour en apprendre plus sur Merlick et le gang de Preacher Crew, l'escouade tenta d'infiltrer le gang avec des agents secrets. Mais comme nous le raconte l'agent Joe Walsh du FBI, ce fut une autre impasse. On n'est jamais vraiment parvenu à infiltrer le groupe ou à faire acheter de la drogue par l'un de nos agents secrets à Preacher, parce que celui-ci était extrêmement prudent. C'était un homme rusé, et aucun de nos agents n'est parvenu à l'approcher.
Les rangs du gang étaient serrés. Preacher avait donné l'ordre aux revendeurs qu'il extorquait de ne jamais vendre à de nouveaux acheteurs et de ne pas se faire remarquer dans la rue. Les enquêteurs devaient trouver un témoin qui avait des liens étroits avec le gang. Ils distribuèrent leurs cartes professionnelles à la ronde en espérant que quelqu'un de l'intérieur accepterait de leur parler. Leur persévérance finit par porter fruit. En avril 1994, un membre du gang contacta l'escouade C11 car il croyait sa vie en danger. Il déclara que Preacher avait commencé à s'en prendre aux membres de son propre gang. Il avait tué 2 des acolytes de cet informateur. Craignant d'être le prochain sur la liste, il demanda au sergent James Maher d'assurer sa protection. C'était lui-même un tueur sans pitié. C'est devenu notre informateur. Il avait si peur d'être abattu comme ses complices qu'il est venu nous voir. Il nous a fourni d'importantes informations sur certains crimes qu'on n'avait jamais résolus. Les enquêteurs furent toutefois déçus d'apprendre que l'informateur ne savait rien de l'enlèvement et du meurtre du petit Donald Porter. Mais l'homme leur donna toutefois des informations très précises sur l'organisation de Preacher Hitley. Il parla du sous-sol de l'immeuble où ils se rencontraient et où ils avaient commis de nombreux meurtres. Lors de ces réunions, Preacher demandait parfois aux membres de voter sur ce qui devait advenir de certains hommes qui n'avaient plus sa faveur. Si la majorité des membres pointaient leur pouce vers le bas, Preacher les obligeait à tuer l'homme en question. En mars 1994, Preacher demanda qu'on vote sur le sort de Mullick, le concierge qui avait tué l'homme dans sa voiture. Il croyait qu'il ne pouvait plus faire confiance à Mullick. Les hommes pointèrent leur pouce vers le bas. Preacher convoqua alors Mullick au quartier général. Celui-ci croyait qu'on l'avait convoqué pour donner une correction à l'un des membres avec qui il avait déjà eu des problèmes. Mullick n'était pas conscient qu'il était, lui, la cible, et il était impatient de descendre au sous-sol quand les autres l'y invitèrent. Si vous y descendiez le premier et qu'on vous suivait, vous risquiez de ne jamais en remonter en vie. Preacher dit à Mullick qu'il devait mourir. Il avait désormais trop d'influence au sein de l'organisation, ce qui était inacceptable pour Preacher. Mullick supplia qu'on le laisse vivre. Mais les ordres avaient été donnés. Sous les ordres de Preacher, les autres concierges se servirent d'une scie circulaire pour démembrer Mullick. L'informateur déclara que Preacher lui avait ensuite donné l'ordre ainsi qu'à d'autres membres de débarrasser l'endroit des restes de Mullick. Ils avaient versé de l'acide sur les bras de Mullick pour éliminer tout tatouage pouvant identifier le gang auquel il appartenait. Puis ils avaient dispersé les divers morceaux du cadavre dans quelques bâtiments abandonnés. Ils ont gardé la tête de Mullick dans un réfrigérateur pendant quelques semaines et ils la montraient à la ronde sur un bâton. Vous savez, c'est comme ça que Preacher arrivait à intimider les jeunes membres de son organisation. L'informateur ne pouvait plus vivre avec cette peur, même s'il savait que son départ du gang équivalait à une condamnation à mort. Il espérait que l'escouade C11 le protégerait. Preacher apprit rapidement que cet homme collaborait désormais avec la police.
Un jour, celui-ci sortait du palais de justice de New York lorsqu'il vit Preacher et Koff. Il était convaincu que son heure était venue. Il monta dans sa voiture, d'où il appela les membres de l'escouade responsable de sa sécurité. L'informateur m'a confié qu'il craignait d'être tué par le gang, qu'il craignait d'être enlevé au beau milieu de la journée en face du palais de justice. Les agents du C11 arrivèrent à toute vitesse pour empêcher ce nouveau crime sur le territoire de Preacher. Les agents et les détectives arrivèrent à son secours juste à temps. Ils arrêtèrent le lieutenant principal du gang John Koff et le chef lui-même, Clarence Preacher Hitley. Le sergent Mayer fouilla leur véhicule avec d'autres agents. À l'intérieur, on a trouvé des indices, notamment des renseignements à propos de notre informateur, des masques et du ruban adhésif. Il était évident que l'intuition de notre informateur ne l'avait pas trompé. Il devait être enlevé ce jour-là. Mais on ne pouvait cependant pas prouver que les hommes comptaient tuer l'informateur. Preacher et Koff furent donc relâchés. Maintenant, tous savaient que l'escouade C11 faisait enquête sur le gang. Il est alors devenu évident pour eux qu'ils faisaient l'objet d'une enquête du FBI. Ils avaient reconnu ce détective du poste numéro 32 qui les arrêtait en compagnie d'agents du FBI. Il était alors manifeste pour Koff et Preacher que les agents du FBI seraient désormais sur leur dos. Preacher s'isola encore davantage. Pour lui mettre la main au collet, on devrait s'en prendre à l'organisation de Preacher par le biais des lois RICO. Ces lois ont été créées pour inculper les organisations criminelles. Pour y avoir recours, on doit répondre à des critères très stricts, comme nous le raconte l'agent spécial Joe Walsh. L'organisation doit exister et avoir un chef. Dans ce cas-ci, c'était Preacher. Il devait y avoir au moins 5 hommes sous lui qui conspiraient pour l'organisation. Mais il fallait aussi invoquer au moins 3 chefs d'accusation de juridiction fédérale. Les enquêteurs de l'escouade C11 mirent sous surveillance les membres du gang de Preacher Crew, recueillant le moindre indice qui pourrait soutenir un acte d'accusation en vertu de la loi RICO. Les membres semblaient nerveux. La pression exercée par l'enquête du C11 semblait atteindre Preacher. Un nouvel informateur révéla aux agents que le chef avait même ordonné le meurtre de son lieutenant John Koff. Même si Preacher resserrait l'étau autour de ses hommes, les enquêteurs devaient encore obtenir des preuves des crimes commis par le gang pour soutenir qu'il s'agissait d'une organisation criminelle. On arrêta plusieurs acheteurs et vendeurs de drogue. Certains acceptèrent de collaborer avec la police et permirent que l'on connaisse mieux le gang. Voici le détective Vinnie Flynn. On a trouvé des informateurs lors d'enquêtes sur la vente de narcotiques et à la suite des arrestations effectuées par les détectives du poste numéro 32. Grâce aux renseignements obtenus et aux informateurs dont on disposait, on a pu réunir toutes les informations, ce qui nous a permis de monter notre preuve contre le gang de Preacher Crew. Malheureusement, on n'avait toujours aucune information à propos du meurtre de Donald Porter. Lors de son arrestation, l'un des membres du gang donna toutefois des détails sur un autre meurtre, espérant ainsi obtenir une peine réduite. Selon lui, les membres du gang avaient décidé de ne pas payer une livraison de drogue qu'on leur avait vendue. Ils avaient déclaré à leur fournisseur qu'une jeune femme leur avait volé cette livraison et qu'ils avaient l'intention de lui régler son compte. Il s'agissait d'une mère célibataire qui travaillait parfois comme coursière pour le gang.
Les hommes la conduisirent à un appartement de Harlem sur le faux prétexte de lui faire écouter un disque qu'ils avaient produit. De fait, la jeune femme n'avait pas volé de drogue. Mais cela n'importait guère pour le gang. L'informateur décrivit ensuite comment ils avaient nettoyé la scène et jeté le corps dans un immeuble abandonné. Il ne se souvenait pas lequel exactement. En août 1996, plus de 5 ans après le début d'une enquête méticuleuse, le bureau du procureur des États-Unis du secteur sud de l'État de New York croyait détenir suffisamment de preuves pour procéder à des arrestations en vertu de la loi RICO. Le premier chef d'accusation visait Clarence Preacher Hitley et John Coff. Il était sous scellé. En effet, si Preacher apprenait qu'un acte d'accusation avait été émis contre lui, il pourrait disparaître à jamais. Les enquêteurs mirent le quartier général de Preacher sous surveillance. Ils espéraient qu'il n'y aurait aucune fuite concernant l'acte d'accusation. Ils espéraient également que s'ils finissaient par mettre la main au collet de Preacher, celui-ci se rendrait sans opposer de résistance. Ils savaient que le pasteur était entouré d'hommes armés, prêts à tuer s'il leur en donnait l'ordre. À la fin de 1996, l'escouade C11 était fin prête à arrêter Clarence Hitley. Personne ne l'avait vu depuis plusieurs jours. Le 12 août, il sortit de son quartier général. Les détectives s'assurèrent qu'il était seul avant de passer à l'action. Au moment de son arrestation, le chef du gang semblait calme et confiant. Dès qu'il fut en détention, d'autres équipes arrêtèrent son lieutenant principal, John Coff. 2 mois plus tard, 15 autres membres des Preacher Crew furent inculpés. Des équipes d'arrestation se préparaient à passer à l'action simultanément. Pour courir le moins de risques possible, ils devaient agir vite et déployer toutes leurs forces. Le détective Vinnie Flynn et d'autres enquêteurs de l'escouade C11 purent ensuite convaincre des membres du gang de collaborer avec la police. Après les arrestations et les poursuites judiciaires, certains d'entre eux voulaient coopérer avec nous. Ils s'étaient sentis manipulés par le gang de Preacher Crew. Cela a donc été pour eux leur façon de s'affranchir du gang et de l'emprise de Clarence Hitley. Ils purent donner aux détectives les adresses des immeubles où avaient été abandonnées certaines victimes. Il était primordial de trouver des preuves matérielles pour faire avancer l'affaire en vertu de la loi RICO. De l'un de ces immeubles, il ne restait plus que les parois. L'intérieur s'était affaissé partiellement, rendant les fouilles difficiles. Après quelques jours à sortir les décombres, on trouva enfin un corps. Les experts du labo conclurent qu'il s'agissait du cadavre de la jeune femme, tuée sous le faux prétexte qu'elle avait volé de la drogue. On lui avait tiré dessus dans un appartement voisin. Des techniciens de scène de crime fouillèrent l'appartement en question. C'était à cet endroit que les Preacher Crew avaient gardé la tête de Melick dans le réfrigérateur. Il y avait encore beaucoup de sang dans cet appartement et dans le réfrigérateur aussi. C'était le sang de Melick. On a pu en faire la preuve au labo. Melick ainsi que plusieurs autres personnes avaient été tuées dans le sous-sol du quartier général de Preacher. Les experts en scène de crime fouillèrent les lieux. D'anciens membres du gang avouèrent que Preacher les avait forcés à nettoyer la pièce avec de l'acide borique après chaque meurtre.
Le sous-sol semblait propre. Les techniciens parvinrent quand même à trouver des traces de sang sur les fenêtres ainsi que sur la lame de la scie utilisée pour démembrer Merlick. L'enquête n'était pas encore terminée, car l'enlèvement et le meurtre du jeune Donald Porter n'étaient toujours pas résolus. Les réponses à propos de cette mort parvinrent aux policiers d'une source inattendue. L'assistant du procureur du district avait convaincu l'oncle de l'enfant, John Apple Porter, un autre des membres du gang de Preacher Crew, de parler à la police. C'était l'un des principaux hommes du gang encore en liberté. On disait de lui que c'était un mouchard. On avait attenté à sa vie à 2 reprises. L'assistant du procureur lui avait conseillé de collaborer avec la police pour s'assurer d'être protégé en prison. Il avoua avoir commis de nombreux meurtres et parla de ce qui était arrivé à son neveu Donald. Selon le sergent James Meyer, l'enlèvement avait été motivé par la jalousie et la cupidité. Johnny Porter, ou Johnny Apple, comme on l'appelait, avait été en prison. Et quand il en était sorti, il avait découvert que son neveu, Richard Porter, était devenu ce très puissant trafiquant de drogue et qu'il touchait beaucoup d'argent. De plus, Richard portait des bijoux en or et il aimait les voitures voyantes. Il ne donnait pas d'argent à Johnny, qui, lui, croyait qu'il en méritait. Johnny a alors décidé de prendre les moyens pour toucher sa part et il a enlevé l'enfant. Porter déclara que Preacher approuvait cet enlèvement. Il lui avait envoyé un de ses concierges, Merlick, pour l'aider. Ils étaient persuadés que Richard Porter donnerait tout ce qu'il avait pour retrouver son petit frère. Les ravisseurs avaient gardé l'enfant dans un sous-sol où personne ne pouvait l'entendre. Ils lui avaient coupé un doigt et ils avaient enregistré ses cris pour prouver à sa famille qu'il n'entendait pas à rire. Apple et Preacher espéraient toucher 500 000 $, soit assez pour qu'Apple puisse établir son propre réseau de vente de drogue et pour que Richard Porter soit forcé, quant à lui, de cesser ses opérations. Quand ils constatèrent que Richard était incapable de leur payer cette somme, ils descendirent le montant de la rançon à 350 000 $. C'est alors que des circonstances modifièrent leur plan. Preacher et Apple avaient appris que Richard Porter avait été assassiné. Il ne toucherait donc jamais de rançon. Preacher Hitley parla plus tard à l'agent spécial Joe Walsh de la décision qu'il avait dû prendre. Preacher s'est assis dans une pièce et il m'a raconté exactement ce qui s'était passé. Il me regardait droit dans les yeux quand il m'a dit « Vous savez, je ne pouvais pas laisser cet enfant en vie après ce qui était arrivé. » John Porter insista sur le fait que c'était Merlick qui avait commis le meurtre. Merlick avait lui-même été tué plus tard, puis démembré selon les ordres de Preacher. John Porter fut condamné à la prison à perpétuité. En vertu des preuves recueillies par l'escouade C11, tous les membres du gang de Preacher Crew furent condamnés à la prison. Quant à leur chef, Clarence Preacher Hitley, il appelait des coupables à des accusations de racket incluant le commerce de la drogue, des agressions armées et des meurtres. Il a été condamné à la réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Son gang et lui ne pourront plus jamais terroriser les habitants de Harlem. On les croit responsables d'environ 45 meurtres, ainsi que de nombreux vols. Si on ajoute à cela tous les cas d'extorsion, ces hommes ont commis des crimes pendant plus d'une décennie. Le mal qu'ils ont causé au sein de ce quartier est indescriptible. Mais la situation a changé lorsque l'escouade C11 a démantelé le gang de Preacher Crew à jamais. Depuis que cette affaire a été résolue, Harlem a connu une véritable renaissance. À Harlem aujourd'hui, dans le secteur du poste numéro 32, il y a entre 15 et 20 homicides par année. Au moment où les ventes de crack étaient à leur maximum, c'était 70. Je crois qu'on a accompli quelque chose d'important en réglant cette affaire.
Ce groupe criminel qui vendait de la drogue n'existe plus. Il ne peut donc plus faire de mal à personne.